Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver sur ce premier webinaire de campagne de Louis de Gauss et de Karine de Noix-Banteux, qui sont donc candidats au bâtonnat et au vice-bâtonnat pour les élections qui se tiendront début décembre prochain. Je suis Bertrand Perrier, je suis ancien membre du Conseil de l'Ordre et j'ai quitté le barreau de Paris pour devenir avocat au Conseil. Je suis le seul à pouvoir dire dans les yeux à Louis de Gauss et Karine de Noix-Banteux que je ne voterai pas pour eux. Et je ne voterai pas pour eux, non pas parce que je ne le veux pas, mais simplement parce que je ne le peux pas, puisque mon statut me l'interdit désormais. C'est mon seul regret. Bonjour Louis. Bonjour Bertrand. Bonjour Karine. Bonjour Bertrand. Alors, on va passer une heure ensemble. On se retrouvera en réalité tous les mardis, comme cela, un peu une sorte de pause déj pour s'intéresser aux questions ordinales. Tous les mardis, de midi à 13h, eh bien, nous nous retrouverons jusqu'au scrutin. Alors, c'est notre première rencontre avec tous nos confrères. J'indique d'emblée qu'il y a une boîte à questions et que donc je me ferai, si vous le souhaitez, le relais de vos questions à Louis et Karine. Et n'hésitez pas dans le chat à mettre vos questions et je les relayerai auprès de nos candidats. Grosso modo, on va d'abord essayer de mieux connaître Karine et Louis d'un point de vue personnel, parce que la campagne, c'est aussi un moment de rencontre personnelle avec des candidats. Et puis ensuite, évidemment, on évoquera les premières pistes de programme pour ce bâtonnat. Et donc, première question assez classique. J'ai la chance de vous connaître puisque nous avons été membres du conseil ensemble, séparément, mais d'abord avec Karine, à la fin du bâtonnat de Christiane Ferrachol, et puis ensuite avec toi, Louis, sous le bâtonnat de Pierre-Olivier Sûr. Et donc, j'ai été votre intermédiaire, finalement. J'ai siégé avec vous deux, donc j'ai le bonheur de vous connaître. Mais alors, il faut donc qu'on vous connaisse un peu, peut-être en commençant par Louis. Louis, donc, tu es évidemment l'arbitragiste que chacun connaît, avec un parcours plutôt de cabinet d'affaires. Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'amène à titre personnel à te présenter au bâtonnat? Oui, bien sûr, mais j'ai presque envie de laisser Karine parler en première pour finalement parler de moi. Finalement, oui, c'est intéressant, mais je suis sûr que ça sera plus intéressant encore de savoir pourquoi Karine a accepté de faire cette aventure avec moi. Et peut-être je reprendrai du coup la parole après, si tu veux bien. Allez, Karine, donc pourquoi Louis? Pourquoi cette Oui, rencontre? je Pourquoi vais, nous? Oui. je vais vous parler de mon Louis. Louis, comme dit la chanson, c'est juste quelqu'un de bien. Et je me souviens d'ailleurs que Julie Couturier, qui compte beaucoup pour moi, l'avait chanté un jour pour parler de Louis. Alors, peut-être à titre personnel, pourquoi nous, on s'est choisis. Moi, j'ai choisi Louis parce que c'est un garçon droit, parce que c'est un garçon solide, quelqu'un d'ancré, et puis quelqu'un de bienveillant et de très joyeux. Louis, ses passions, c'est la bonne nourriture et la moto. Et moi, Oui. Je devrais me mettre au vélo plutôt, mais bon. moi, si je devais vous parler de mes passions, je vous dirais qu'il y a beaucoup de choses qui m'intéressent, mais que dans ma vraie vie, ma vraie passion, c'est mes filles. Après, ce qu'on a tous les deux vraiment en commun, et ça, c'est important pour moi parce que le mandat de bâtonnier, de vice-bâtonnier, c'est un mandat lourd, on passe beaucoup de temps ensemble, donc c'est important aussi la personnalité de chacun, et on aime bien tous les deux ce qui est joyeux et ce qui est convivial. Et ça, vraiment, c'est important. Et puis, c'est un axe aussi fort dans ce qu'on voudrait proposer pour les confrères. Donc voilà, je vous le dis vraiment au démarrage. Et puis, ce qui nous rassemble, c'est deux valeurs communes qui sont à la fois personnelles et professionnelles. C'est l'importance de la famille et puis l'importance de l'engagement. Et alors justement, pourquoi est-ce que
nous, on s'est choisi sur un plan plus professionnel, c'est cette importance de l'engagement. Et Louis et moi, on est engagés déjà depuis de longues dates, avec des mandats qui sont donc qu'on exerce en plus de notre quotidien d'avocat. Puisque comme tu l'as dit, Bertrand, on a démarré un parcours au Conseil de l'Ordre. Alors, moi, avant le Conseil de l'Ordre, j'étais à l'UJA, j'ai prêté serment, je suis restée 10 ans à la commission permanente de l'UJA, puis j'ai été élue JA au Conseil de l'Ordre. Et c'est en faisant campagne que j'ai rencontré Louis. Donc, il y a 14 ans maintenant, ça fait 14 ans qu'on se connaît avec lui. Et donc, on a siégé ensemble. Louis a créé la commission affaires publiques et puis il était très mobilisé déjà sur la prospective. Moi, je m'occupais de la commission collaboration avec mon profil UGA, c'était normal. Et puis la gestion de carrière des femmes et les relations avec les juridictions. Après, on a poursuivi notre parcours commun puisqu'on a été élus tous les deux au Conseil national des barreaux pour un premier mandat où Louis était en charge de la prospective et moi j'étais à la formation. Et puis un second mandat, donc on a été élus une deuxième fois. Louis était toujours à la prospective et moi j'ai pris la présidence de la commission texte. Et ensuite on a poursuivi encore notre parcours, hein, vraiment l'un et l'autre. Je crois qu'on a jamais été avocat sans porter en plus un mandat pour la profession d'avocat. Donc Louis a poursuivi au CCBE et puis moi je viens de terminer là un mandat d'ambassadeur de l'AMIAP qui m'a été confié par le garde des Sceaux. Et puis en plus de tout ça, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je suis UJA, hein, je suis invitée permanente de l'UJA et Louis a un parcours ACE, donc on a aussi un parcours associatif important et c'est aussi ça qui nous rassemble. Alors, merci beaucoup, Karine. C'était c'est passionnant, évidemment. Vous avez une longue fraternité ordinale. C'est très. Voilà, je peux en témoigner parce que j'ai siégé avec l'un avec l'autre, y compris dans des commissions, pas seulement au Conseil de l'Ordre. Et je peux témoigner vraiment de votre engagement au service des confrères. Louis, peut-être un petit mot. Karine nous a décrit son Louis, parce que maintenant vous en êtes au pronom possessif. Louis, un petit mot. Donc, indépendamment de la moto et de la nourriture, qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce qui vous anime ensemble pour vous engager dans cette campagne? Première réponse, d'abord, Karine n'est pas contre un peu de nourriture et un peu de moto de temps en temps avec moi, donc c'est important. mais, mais, mais plus loin que ça, non, mais Karine a dit beaucoup de choses. Je crois que moi, Karine, ce qui tout de suite a marché, c'est que elle l'a dit d'ailleurs, tout son parcours dans l'amiable, elle a commencé bien avant d'être ambassadrice de l'amiable d'ailleurs. Hein. C'est un état d'esprit. Karine a cette faculté, ce don de ressentir les choses et de ressentir des choses que moi, je ne ressens pas ou moins bien. Peut-être un peu moins psychologue. Et donc, Karine, je lui dis parfois, même souvent, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'elle a aussi accepté de me faire l'honneur d'être vice-bâtonnière à mes côtés, candidate au vice-bâtonnat, c'est parfois un peu mon Jiminy Cricket qui me dit attention, voilà, je suis pas Pinocchio non plus complètement, mais il y a un peu de ça. Et puis donc elle a dit aussi toutes les autres choses pour lesquelles on s'est rencontrés et on a pu travailler ensemble, même si on n'a pas, du fait peut-être que UJA, ACE, etc., on n'a pas toujours été d'accord, au départ, en tous les cas, dans les travaux qu'on a pu conduire, mais on a toujours réussi finalement à allier des visions différentes, des points de départ différents, pour avoir des solutions qui conviennent au maximum, parce que ce que je crois beaucoup dans notre binôme, c'est notre côté complémentaire, qui est aussi la représentativité du coup qu'on a pour notre barreau. Effectivement, moi, mon cabinet est plus gros que celui de Cannes, donc gros cabinet, petit cabinet, enfin plus petit cabinet, barreau de famille, barreau d'affaires. Enfin, voilà, on a effectivement ces deux facettes en tous les cas qui font qu'on est plus représentatif du barreau. Il me semble en tous les cas que c'est ça quelque chose qu'on peut apporter, outre le fait que finalement on s'entende et on se connaisse très bien et que ça n'est pas un attelage de circonstances que notre binôme.
Oui, alors peut-être pour avancer un petit peu plus maintenant qu'on connaît mieux, y compris personnellement, est-ce que vous pouvez expliquer aux confrères ce qui vous anime collectivement, communément, pour vous présenter au suffrage? On sait que la participation aux élections ordinales est de plus en plus faible et qu'il faut en quelque sorte rallumer la flamme de l'ordre. Oui. Qu'est-ce que vous avez en tête pour cela, pour notamment les jeunes confrères qui parfois se détournent un peu de l'ordre? Qu'est-ce qui vous anime communément pour cela? Alors, peut-être ta question, on va y répondre, mais ça me fait penser, c'est un peu la même chose, ça me fait penser à quelque chose qu'on me dit souvent, qu'on nous dit souvent, et que tu as dû d'ailleurs toi-même entendre, Bertrand, quand tu as fait campagne pour le Conseil d'ordre, mais pourquoi vous faites ça? Enfin, quel est l'intérêt que vous avez à faire ça? Est-ce que ça vous rapporte quelque chose? Les gens, enfin les confrères sont en droit de se demander si finalement il n'y a pas un intérêt personnel à faire ce genre de choses. Et moi, ce que je veux dire, c'est que en réalité, c'est l'intérêt collectif qui nous anime. Donc, ça fait un peu chevalier blanc de dire comme ça, mais moi, mon intérêt personnel, si j'ose dire, à me présenter, et Karine pourra dire, mais je pense qu'on est dans la même ligne, c'est que ça nous plaît, c'est que on kiffe le truc, c'est que y a quelque chose d'enthousiaste, quelque chose qui nous permet effectivement d'y aller, quoi, et qu'on peut s'enflammer et se passionner pour des questions de la profession. Alors c'est vrai que on n'a pas beaucoup d'autres hobbies à côté. Et que peut-être pour Karine, il y a du coup moins de soirées entre copines. Pour moi, en tous les cas, il y a moins de soirées aussi entre copains, moins de week-ends, etc. Et que finalement, notre temps libre, notre hobby, c'est ça. C'est l'intérêt collectif, c'est la profession, c'est quelque chose qui nous anime depuis qu'on s'est présenté il y a 14-15 ans. Voilà, quand on s'est présenté il y a 14-15 ans, on y était déjà avant, puisque Karine était à l'IGA, moi à la CE. J'ai été le vice-président d'ailleurs à Paris. Donc voilà, je crois qu'il y a quelque chose à dire là-dessus, il y a une réponse à apporter qui est que l'intérêt personnel, c'est qu'on kiffe le truc, c'est vrai, mais qu'il n'y a pas d'autre intérêt personnel. Et du coup, il y a une autre question qui vient tout de suite derrière. Si je peux me permettre, mon Louis, en fait, ce qui est commun, ce que nous avons de commun tous les deux, c'est la chance d'aimer vraiment profondément notre métier et la manière dont on l'exerce. C'est ça qu'on a envie de partager aussi. On a envie que tous les jeunes confrères qui entrent aujourd'hui dans la profession, ils aient la même chance que nous, ce même plaisir d'exercer. Et compte tenu de notre parcours, on croit qu'on peut contribuer à ça, vraiment, à ce bon vivre dans la profession et à ce plaisir d'exercer. C'est ça qu'on veut. Donc finalement, j'en déduis que grosso modo, chacun, à titre personnel, a organisé son activité pour être à la fois bâtonnier et vice-bâtonnière, tout en restant avocat, quitte à rogner sur des activités, ce qui est évidemment très important parce que parfois on a un peu l'impression d'institutions hors sol qui nous régissent sans vraiment nous connaître ou sans vraiment nous parler. J'ai l'impression que vous avez au contraire à cœur d'être bâtonnier, vice-bâtonnière, tout en demeurant avocat. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que bien qu'on ait beaucoup d'années de mandat, on n'est pas du tout professionnel de la profession. Moi, j'ai un cabinet dont je suis en bon français le managing partner. Peut-être que ça va un peu changer si je suis élu, effectivement, parce que il serait normal que je consacre mon mandat de bâtonnier à mon mandat de bâtonnier. Mais oui, on a, même après nos mandats, si nous sommes élus, on aura nos cabinets. On retournera dans nos cabinets. On est avocat, on a toujours continué à exercer même avec nos mandats. Donc, c'est pas être professionnel de la profession, ça c'est très important de le dire, il me semble, d'être en prise directe avec le cabinet, avec les clients, avec les confrères. Il nous reste, oui, une petite vingtaine d'années d'exercice quand même, donc on n'en est qu'à la moitié. Et comme le disait Louis, on est vraiment en prise directe et on en parlera tout à l'heure, mais
notre programme, il est quand même beaucoup axé là-dessus, c'est-à-dire main dans le cambouis. On est sur des propositions concrètes, donc nous, on sait que déjà, nous, ça pourrait nous être utile, et donc probablement à d'autres aussi. On est vraiment sur des sujets concrets dans nos préoccupations phares. Alors, je vous propose justement qu'on bascule vers le côté un peu plus programmatique. On vous connaît mieux. 2 enfants d'un côté, une moto de l'autre. 4 enfants aussi. Oui, aussi, mais voilà, plus grand peut-être. Oui, d'ailleurs, il ne faut pas qu'organiser que le cabinet, il faut organiser la famille aussi pour ce genre de mandat. Oui, non, mais je peux témoigner que c'est vraiment extrêmement chronophage. Alors, je n'ai été que membre du Conseil de l'Ordre, mais j'ai vu agir le bâtonnier et le vice-bâtonnier, et c'est vraiment un engagement de chaque instant, et je sais évidemment que vous en êtes capable et que vous êtes organisé en conséquence, et je connais encore une fois votre engagement de longue date et votre amour des confrères. On va peut-être passer à la question programmatique, parce que c'est quand même fondamental. Les bâtonniers, vice-bâtonniers se présentent avec des propositions et je vais vous inviter évidemment, puisque c'est le premier webinaire, à les dérouler avec peut-être en filigrane cette idée. Alors Louis, c'est vrai, tu l'as dit, quand on fait campagne, on vous demande mais pourquoi vous faites ça, quel intérêt vous y trouvez? Et la deuxième question, c'est ça sert à quoi? Et finalement, est-ce que ce bâtonnier sert à quelque chose? Est-ce qu'il peut vraiment faire bouger les lignes? Est-ce que dans un mandat bref de 2 ans, il peut vraiment avoir faire changer le bateau de trajectoire? Bon, c'est vrai que le bateau ordinal est plein de pesanteur, plein de lourdeur, mais il y a confusément l'idée que tout ça est un entre-soi de gens qui se connaissent et qui se fréquentent et qui sont un peu en circuit fermé et qu'ils ne peuvent pas avoir d'impact sur le réel. Alors, la vérité, c'est que ce n'est pas le cas. Et moi aussi, je peux en témoigner pour avoir été très proche de Pierre-Olivier Sûr et Laurent Martinet quand ils étaient bâtonniers, et que des choses à ce moment-là ont bougé au sein de l'ordre. Donc, est-ce qu'on peut essayer de lutter contre cette morosité, ce défaitisme, ce aquabonisme, en se disant que le bâtonnier et le vice-bâtonnier ou la vice-bâtonnière peuvent véritablement changer les choses, et comment? Karine, vas-y. Alors, oui, peut-être je vous dresse un peu les 4 grands axes de notre programme, et puis je vais laisser Louis poursuivre. Mais pour répondre à cette question, en fait, ce qu'on a envie de dire tout simplement, c'est avec de l'énergie, du travail et de l'enthousiasme, tout est possible. Et c'est possible encore plus si on se rassemble. Et c'est pour ça qu'on a choisi ce slogan de campagne qui est Ensemble plus fort, parce que ça a vraiment du sens pour nous de dire ça. On est plus de 34 000 au barreau de Paris, et c'est ensemble qu'on peut faire tout ça. Alors, on a un axe sur l'influence, parce qu'effectivement, on est déjà plus fort en étant plus influent. Et peut-être, je vais vous donner quelques exemples très rapides à chaque fois. Par exemple, au barreau de Paris, on a les meilleurs experts en tout. On a des commissions ouvertes dont aujourd'hui le travail, c'est de délivrer des formations en webinaire avec finalement assez peu d'échanges et assez peu de rencontres. Et nous, on se dit que ces experts, si on les réunit en collège d'experts avec des avocats, des universitaires, des magistrats, pour réfléchir et être force de proposition sur l'évolution des pratiques et des textes, ça, c'est une manière d'être influent, par exemple. Ensuite, on est plus fort si on veille à l'économie de nos cabinets. On a une profession libérale et on ne comprend pas, nous, pourquoi tous les avocats ne bénéficient pas, en fait, comme les gens qui sortent d'une grande école de commerce, de formation au management, au business développement. On en a besoin. On a une profession avec une dimension profondément libérale. Et puis, on ne comprend pas non plus pourquoi, alors que dans nos matières, on est tous spécialistes, mais dans nos dossiers, on a tous l'habitude de faire rentrer des confrères qui ont d'autres spécialités, qui sont complémentaires de nous, et c'est une habitude de travail qu'on a. Quand même, peut-être réfléchir de nouveau au sujet de l'honoraire de présentation, ou autrement dit, droit au but, à l'apport d'affaires, peut-être c'est un sujet. Ensuite, on est plus fort si on est plus moderne, donc la modernisation.
La modernisation, c'est alors augmenter les rentrées, hein, ça en est parlé, les sujets d'économie, comment faire pour que les cabinets tournent bien, mais c'est aussi comment faire pour qu'ils dépensent moins. C'est plus d'entrées et moins de sorties. Moins de sorties, ça, on a tous les mêmes problèmes. Que ce soit les gros cabinets, les petits cabinets, enfin tout le monde a le même problème. On a un sujet du numérique où on va tous dépenser. La plupart du temps où on paye à l'avocat un logiciel pour la gestion de nos honoraires, la gestion des dossiers. Enfin, je vais pas nommer les interlocuteurs et les prestataires qu'on paye, mais enfin, on a tous ce sujet-là. Si on mutualise ce coût-là et qu'effectivement, on a un instrument qui ne coûte rien aux avocats parce que c'est quand même la base de leur travail, s'ils leur donnent ça, un instrument numérique, mutualisé, accessible à tous, en fait, une sorte de logiciel métier, peut-être ça peut nous quand même changer la vie et diminuer substantiellement nos coûts. Ensuite, pour être rentable, il faut aussi gagner du temps, en tout cas arrêter d'en perdre. Et nous, on se dit que il y a des démarches qui sont récurrentes, des démarches administratives simples, basiques, les contrats de collaboration, la saisine du service de fixation, les contrats de contraitance, sous-traitance, domiciliation, ça, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des actes préformatés, accessibles facilement? On a juste des champs libres à remplir et ça va vite. Et comme ça, on est sûr d'avoir le dernier contrat à jour de nos obligations déontologiques et on gagne du temps. Et puis peut-être aussi se dire que il faut qu'on modernise nos textes parce que nos pratiques ont été modernisées et que si on veut garder nos talents, il y a peut-être urgence à leur proposer quelque chose de plus séduisant, de plus attractif. Et puis enfin, le dernier axe pour nous, c'est l'humain, qui est vraiment essentiel pour nous, où on se dit, il faut qu'on facilite la rencontre. Et comme sur le sujet de la mutualisation du numérique, là, on a tous les mêmes problèmes. C'est-à-dire que les collaborateurs cherchent une collaboration et c'est compliqué pour eux. Les cabinets cherchent des collaborateurs et c'est compliqué pour eux. À quel moment on se dit pas, il y a urgence à créer un service qui facilite cette rencontre? Donc la création d'un service en interne à l'ordre, déjà pour faciliter les premières collaborations, une sorte de mythique de la collaboration, voilà, pour être clair. Donc les premières collaborations doivent être simples et après il peut y avoir des besoins ponctuels. Quelqu'un est malade ou bien en congé maternité, il exerce seul, il a besoin de s'éloigner de son cabinet pendant 4 mois, il a besoin de quelqu'un pour une durée déterminée, pour un besoin spécifique. Donc ça, le recrutement des collaborateurs, on a aussi tous les mêmes problèmes de recrutement, de secrétaire, d'office manager, tout ça, il faut le faciliter avec un service en interne. Et puis, parce que c'est ce qui nous relie, et j'en finirai sur ce sujet, la convivialité, parce que Louis et moi, on adore ça. Donc, faire en sorte que les avocats se voient davantage, qu'on revoie les magistrats, parce que ça fait quand même un petit moment qu'on est privé de leur présence. Ça, c'est important d'y travailler. Nous, on voudrait qu'il y ait des permanences régulières. Louis et moi, on va les tenir. On s'y engage. Et puis aussi pour les jeunes, parce que c'est ce qui fait aussi peut-être que les jeunes n'ont pas envie de s'investir, même de voter, ils se sentent loin. Une journée d'intégration, ils sortent de l'école et là, ils rencontrent leurs élus. Et en fait, ils nous identifient, ils comprennent ce qu'on fait et en quoi ça peut être utile. Et peut-être d'ailleurs, ça peut leur donner envie de s'engager. Et ça, ce serait joyeux. Oui, je trouve que c'est une assez bonne idée parce qu'effectivement, il n'y a pas de sas entre l'école et les cabinets où on aurait l'opportunité, en effet, de rencontrer les membres du conseil qui sont vos élus, qui travaillent toute la journée pour vous, mais on ne sait pas très bien ce qu'ils font. Et je pense que ce serait assez intéressant d'avoir une sorte de journée portes ouvertes ou de journée d'intégration où chaque service de l'ordre pourrait expliquer à nos confrères ce qu'ils font parce qu'ils travaillent énormément, les membres du conseil, et encore plus le bâtonnier et le vice-bâtonnier, et chacun ne sait pas tout à fait ce qu'ils font. C'est un peu un travail de l'ombre, c'est vrai. Ça n'a pas vocation non plus à être un travail autre que de l'ombre, mais au moins qu'on puisse savoir quand on peut recourir à l'ordre, qui n'est pas seulement une machine à percevoir des cotisations, mais aussi à rendre des services. Louis, peut-être Oui. est-ce qu'on peut revenir un petit peu avec Moi, toi? j'avais Je envie de vois ton répondre doigt à ce que levé, et quand Louis a le doigt levé, on ne peut pas ne pas lui donner la parole. Mais je reprendrai la parole parce Non, que moi, tout ce je qu'a veux dit réagir. Karine mérite de ta part peut-être des développements et des approfondissements. Alors, moi, je veux réagir à ce que tu as dit sur, j'aime bien l'expression, l'aquabonisme.
C'est ce que tu as dit, c'est ce que tu viens de dire en fait. À quoi bon voter pour l'ordre qui ne fait rien, etc. Moi, enfin, notre programme, Karine en a dressé les contours, les grands axes. Il y a 4 grands axes. Moi, je dirais qu'on peut aussi revoir ça différemment. En fait, il y a 2 visions que nous avons pour lutter contre l'aquabonisme justement et pour dire attention, il y a quelque chose à faire. C'est que pour nous, l'ordre doit être à la fois doit pouvoir agir pour nos cabinets et pour lui-même. Donc il y a 2 grandes choses. C'est qu'est-ce que peut faire l'ordre pour les avocats et qu'est-ce que peut faire l'ordre pour lui-même. Comment peut-il s'améliorer en fait. Donc je dirais qu'il y a 2 visions. Il y a l'ordre facilitateur pour les avocats et là, Karine en a déjà un petit peu parlé. Comment on facilite le fonctionnement des cabinets? Le recrutement, qui est un gros problème pour tout le monde actuellement. Il faut pouvoir faire quelque chose. On parle du recrutement des collaborateurs avec ce mythique de la collaboration, comme dit Karine. Je pense qu'on va pas garder ce terme-là. D'ailleurs, je suis pas sûr qu'il soit ce temps, Louis, je ne veux pas être directif, mais on a un côté générationnel. Enfin, mythique aujourd'hui a été complètement supplanté par Tinder. Donc, oui, c'est vrai. Modernisez-vous au moins dans la terminologie. Pour toi surtout, mais bon, je vois bien Bertrand Perrier, l'éternel célibataire. Naturellement, on parle de Tinder. Non, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi tout simplement tout ce qui est office manager, etc. On a des problèmes. Tout ce qui est locaux. Actuellement, il y a aussi des recherches. Les rencontres ne se font pas ou se font mal. Et effectivement, l'ordre devrait pouvoir aider à cela. Fut un temps ancien, il y avait André, l'appariteur de l'ordre, qui avait un classeur noir dans lequel il y avait des petites annonces. Aujourd'hui, naturellement, à l'heure du numérique, tout ça est dépassé. Mais justement, le fait est de retrouver cette convivialité et cette entraide. C'est quelque chose qu'on peut faire. Autre chose qui peut aider, encore une fois, l'ordre facilitateur, eh bien, c'est les difficultés de trésorerie. Depuis, en tous les cas, c'est flagrant depuis la Covid. J'en parlais avec Didier Dalin au niveau des contentieux et des disputes qu'il peut y avoir à régler par l'ordre. Avant, c'était des contentieux, des litiges pour se partager un bonus. Aujourd'hui, les contentieux ont explosé pour se partager en réalité des dettes, pour se partager des problèmes. Donc on a complètement changé là-dessus de braquet et donc c'est la trésorerie qui pose de plus en plus problème. Et là, nous avons l'idée effectivement de créer un fonds d'avance qui permettrait, eh bien, par exemple, d'avancer les indemnités de congé mat, ce qui fait que les rétrocessions des jeunes mères seraient payées sans problème par les cabinets, sans que les cabinets eux-mêmes aient des problèmes à rebond derrière. Naturellement, l'ordre se substituerait ensuite à la jeune mère pour percevoir le remboursement de la sécurité sociale, mais il s'agit d'une avance dans le temps. On peut l'imaginer aussi pour la maladie, on peut même l'imaginer pour l'AJ, à mon avis. Souvent, l'AJ, il y a des... ça ne touche pas tout le monde, l'AJ, mais il y a des délais de perception et de paiement d'AJ qui sont longs. L'ordre pourrait garantir un paiement sous huitaine parce que on a les moyens de faire ce matelas sans que ça obère les finances de l'ordre. Sur les honoraires impayés, on pourrait aussi imaginer un escompte possible, en tout ou partie, hein, là pour le coup avec des conditions bien définies, mais effectivement, moi je pensais même qu'on pourrait peut-être réfléchir à introduire une injonction de payer, c'est-à-dire de changer ce qui se passe pour les autres professionnels, tout simplement. Les avocats, quand nous ne sommes pas payés, c'est à nous d'aller saisir l'ordre pour dire il faut que je sois payé. Maintenant, on peut faire l'inverse. On peut envoyer des commandements de payer et puis si le client ne veut pas payer, qu'il saisisse l'ordre. Oui, de toute façon, c'est la mode de la saisine directe de l'ordre. Alors, allons-y, faisons de l'injonction de payer et on renversera effectivement l'initiative des choses. Et cela va beaucoup plus vite. Dans les chiffres, il ne faut pas oublier que 80% des injonctions de payer sont naturellement et spontanément exécutées. Donc, ça changerait radicalement
le traitement des honoraires impayés. Donc, pour l'IA aussi, là aussi, il y a encore beaucoup de choses à faire. On a vu, le bâtonnier actuel a annoncé, ne serait-ce que ce matin dans la presse, dans le Figaro, 1 million de budget pour offrir aux avocats les plus modestes, je crois que c'était dit comme ça, 14 000 avocats, grosso modo, une solution d'IA, bon, une première solution avec un éditeur juridique connu. Bon, pourquoi pas, et c'est une bonne chose, on continuera comme cela, mais il faut aussi peut-être, l'IA ça bouge tout le temps, hein, donc il va peut-être falloir aussi, nous disons, faire un travail de référencement des instruments d'IA. Il faut commencer par quelque chose, donc notre bâtonnier a raison de commencer avec un éditeur juridique. Il va falloir étendre à d'autres choses. L'IA peut servir pas seulement pour la documentation, mais pour beaucoup d'autres choses, et avoir un vrai guide Michelin, si j'ose dire. On a parlé mythique, pourquoi pas Michelin, des instruments d'IA et des applis d'IA, c'est important. Moi, je ne crois pas du tout que l'IA sera le grand remplacement des avocats. Je pense que l'avocat qui sera remplacé, c'est l'avocat qui ne s'intéresse pas à l'IA, qui sera remplacé par l'avocat qui s'intéresse à l'IA. Donc, pour cela, il faut permettre à tous, effectivement, de s'y intéresser avec les bons outils. Et puis, deuxième partie, si vous voulez, je suis très long, mais je vais très vite. Là, c'est l'ordre, comment peut-il s'améliorer pour lui-même. C'est l'ordre utile et pratique. Et là, pour faire simple, on connaît bien l'ordre tous les trois. On connaît bien, nous aussi, le CNB, figure-toi, Bertrand, que tu connais peut-être un peu moins bien, mais ah oui, je ne suis pas allé sur ces rives. On a 3 ans plus 3 ans chacun, donc 12 années de cumulé du CNB. Et on a pu voir quand même que le CNB, en interne, c'est une institution qui marche bien, qui marche assez fort, avec moins de salariés. Ils arrivent quand même à sortir beaucoup de choses. Et c'est pourquoi, c'est peut-être parce que finalement, le CNB est un organe politique, très politique d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est critiqué, mais du point de vue administratif, il est moins administratif que l'ordre. Il fonctionne plus comme une entreprise. Et ce côté-là, passer de l'administration à un esprit un peu plus entreprise, toute proportion gardée, mutatis mutandis, effectivement, on ne va pas révolutionner forcément les choses, et c'est une administration, l'ordre, c'est un ordre, c'est pas un cabinet d'avocats non plus. Donc, mais avoir quelque chose qui donne la réponse. Et à cet égard, nous avons aussi le projet de créer à effectif constant, en fait, un service dédié à la réponse. Avec tous les outils possibles, c'est-à-dire aussi bien du personnel, du physique, que du numérique, de l'Internet. Donc, ça va peut-être amener effectivement à revoir des choses sur le site Internet. On avait déjà écrit quelque chose dans notre programme là-dessus, mais effectivement, il faut que l'ordre soit là pour répondre aux besoins, répondre aux questions. Et ça, c'est un point important de notre programme, parce qu'on a pu voir, et on a pu entendre pendant la campagne déjà, que s'il y a du aquabonisme, c'est à quoi bon de voter quand j'appelle, j'ai pas les bonnes réponses, ou on me répond mal, et finalement ça sert à rien, donc je paye des cotisations qui ne servent à rien. Voilà. Et donc rien que ça, c'est un objectif très général, mais très important. Il faut que l'ordre réponde. Ok, merci beaucoup. Donc, un ordre facilitateur pour les confrères et efficace en interne. Juste, est-ce qu'on peut, avant de basculer, parce que on a basculé au-delà de la moitié de notre rencontre, est-ce qu'on peut revenir quand même sur deux ou trois points un peu décisifs dans vos programmes? Il y a 2 points, moi, qui m'intéressent plus particulièrement. Qui correspondent chacun, je pense, à vos domaines de spécialité. L'influence, Louis, tu as dirigé les affaires publiques de l'ordre pendant longtemps. Est-ce que tu peux nous dire un peu ta vision de l'ordre lobbyiste, de l'ordre avocat des avocats vis-à-vis des pouvoirs publics, de Paris Place de Droit, de l'influence internationale aussi de notre barreau? Ça, c'est peut-être une question pour Louis. Et puis pour Karine, comme un mot, c'est important, la question de la collaboration et de l'attractivité
longévité de notre profession pour celles et ceux qui la quittent au bout de 8, 10 ans. Il y a quand même une déperdition de talent dans notre profession qui est grave, me semble-t-il. Et voilà, donc j'avais quand même envie de revenir un petit peu, peut-être avec Louis, sur la question de Oui. l'influence et avec Karine sur la question de la collaboration des jeunes. Non, volontiers, c'est vrai que c'est des questions. Malheureusement, quand on parle comme ça, on a du mal à tout aborder. Mais l'influence et le lobbying, effectivement, comme tu l'as dit, on avait appelé ça les affaires publiques parce que le lobbying, c'est un gros mot. Mais avant qu'on crée ça avec Pierre-Olivier, je me souviens, Pierre-Olivier Sûr, le bâtonnier Sûr, ça n'existait pas en fait. On avait un confrère très sympa d'ailleurs qui Régis Cuisenberg, pour pas le nommer, qui était saisi des textes qui allaient être votés et il fallait répondre quasiment dans la demi-heure si ça nous allait, si ça ne nous allait pas. Donc moi, ce que j'avais proposé, c'est qu'on fasse du vrai lobbying, c'est-à-dire qu'on reprenne les choses depuis le début et qu'on professionnalise la chose. Maintenant, ça s'est pas mal disséminé dans nos institutions, cet esprit-là, qui vient, c'est vrai, d'un esprit plutôt européen que national français. Hein. La culture en Europe du lobbying est bien plus importante qu'ici. Donc, sur la méthode, déjà, la méthode, on la connaît. Je l'ai mise en place tout au début. Elle perdure, mais elle peut encore évoluer et s'améliorer, bien sûr. Ensuite, l'influence, c'est quoi? C'est effectivement les pouvoirs publics, entendus très largement, parce que pour influencer les pouvoirs publics, c'est pas uniquement le bâtonnier qui parle au ministre. Ça, moi, je n'y crois pas. Moi, je pense qu'il faut parler aux petites mains aussi. Et je vais vous donner un exemple qui est que à l'époque, j'avais mis en place ce qu'on avait appelé le Paris Open Bar, un truc qui faisait un peu moderne, machin. Et l'idée, c'était d'inviter les attachés parlementaires, les collaborateurs des sénateurs, avec des jeunes avocats à qui on donnait quand même un petit objectif. Il y avait un petit buffet campagnard, hein, ça coûtait pas grand-chose, quasiment du cidre et des bons becs, quoi. Enfin, un peu mieux quand même, mais c'était ça. Et du coup, l'idée, c'était de dire aux jeunes attachés parlementaires, on se renseignait un peu avant, on sait que votre sénateur, on sait que votre député, qui est président de la commission des lois, par exemple, va devoir faire un rapport sur tel projet de loi. Donc, si vous voulez, on vous fait un draft, on ne le dit pas à personne, parce qu'on a, comme a dit Karine, tous les experts au barreau de Paris, on vous fait un draft, on vous le donne, et puis vous le donnerez à votre député, vous en ferez ce que vous voudrez. Et on l'a fait quelques fois, ça, et ça a super bien marché, parce qu'en réalité, entre le draft que nous avons donné, nous, aux collaborateurs de députés, qui est passé aux députés, qui est repassé en ministère, qui est revenu ensuite à l'Assemblée nationale, le taux de change à partir du premier draft tournait autour de 10-15%. Alors que si on fait l'inverse, le taux de change qu'on peut avoir une fois que c'est entre les mains du ministre, il est sur 2, et pas beaucoup plus. Donc effectivement, sur la méthode, il y a beaucoup de choses à faire au niveau des pouvoirs publics. Et puis l'influence, c'est pas seulement l'influence vis-à-vis des pouvoirs publics, c'est aussi l'influence des magistrats vis-à-vis des autres professionnels du droit et même vis-à-vis des autres institutions. Donc, je disais, on connaît bien le CNB, on se plaint parfois beaucoup même, du CNB, de la position de Paris au CNB. Et je le dis, on est entre nous là. C'est un webinaire sur la campagne au bâtonnat de Paris. C'est vrai qu'on l'a pas forcément écrit partout et que on va pas forcément le crier sur tous les toits, mais il nous semble qu'un travail d'influence au sein du CNB est quelque chose de très important. Pour ça, il faut le connaître. C'est pas en tapant du poing sur la table ou en tapant du pied par terre qu'on peut arriver à faire changer les choses au CNB. Il y a des choses très pratiques qui peuvent être envisagées. Et donc, là, on a des idées et on a les moyens, effectivement. Les travails en commission, on connaît, on sait ce que c'est, on sait comment il faut, avant les AG, parvenir à avoir des compromis et des solutions. Et ça, c'est quelque chose qui est effectivement très important. Donc l'influence, oui, c'est très important. Et puis, je terminerai juste quand même par dire ce bâtonnat que nous visons, ce bâtonnat vice-bâtonnat, c'est pour les années 2026-2027.
bon, on a eu des échéances électorales nationales plus importantes que le bâtonnat et le vice-bâtonnat ici en France, quand même. Et 2026-2027, on va en avoir une plus importante aussi que le bâtonnat, vice-bâtonnat, mais ça sera important, effectivement, que les équipes en place, et nous sommes convaincus et nous sommes prêts à le faire, ne prennent pas l'influence à la légère, parce que la voix de l'avocat devra être entendue à ce moment-là, lors de cette campagne présidentielle, qui est pleine d'incertitudes pour l'instant. Alors, je ne dis pas que c'est pour faire de la politique, je dis tout simplement que c'est pour l'état de droit, les libertés et effectivement la place de l'avocat qui doit être la nôtre comme vigie, comme garant du droit. Alors, Karine, je vais revenir sur la question de la collaboration. Et puis après, on basculera sur pourquoi maintenant, hein, parce qu'effectivement, il y a aussi un timing dans cette campagne. Mais j'avais envie de t'entendre, effectivement, Karine, sur ta casquette UJA, que je connais vraiment bien pour le coup, parce qu'on a fréquenté l'UJA ensemble. Je n'ai jamais été membre de l'UJA, mais j'ai été un compagnon de route, notamment à travers la revue. Et j'avais envie que tu nous dises un peu ta vision aussi des jeunes avocats et surtout ce que l'ordre peut faire pour ces jeunes avocats pour qu'ils évitent de nous quitter. En fait, sur la collaboration, il y a deux sujets. Il y a d'abord comment la trouver et ensuite comment elle se passe. Donc, comment la trouver, j'y reviendrai. C'est effectivement ce service qui est un peu novateur qu'on propose de créer en interne. Mais c'est pas le tout de la trouver. Et c'est aussi pour ça que les jeunes quittent la profession. C'est qu'ils sont avocats, ils ont trouvé une collaboration et comment elle se passe. Elle se passe d'une manière qui fait qu'ils ont une vie quand même beaucoup plus compliquée que leurs copains qui sont en entreprise, parce qu'on n'a pas le même régime de protection sociale. Et effectivement, il y a le sujet de la maternité qui se pose très rapidement. Louis en a dit déjà deux mots. Quand on est une jeune collaboratrice, alors c'est un peu compliqué, mais quand on est une jeune femme en plus installée, là, ça pose carrément d'autres sujets. Donc, le sujet du fonds de dotation qu'effectivement on propose de créer, ça peut quand même alléger beaucoup les préoccupations parce que, encore une fois, il y a le sujet qui était évoqué tout à l'heure, c'est le décalage en fait entre le moment où on va percevoir les indemnités et donc le fonds de dotation pourrait permettre d'éviter ces problèmes de trésorerie. Après, le sujet aussi qui fait que les jeunes femmes et les jeunes parents quittent la profession, c'est que les sujets de parentalité ne s'arrêtent pas à la petite enfance. Donc, il y a un sujet de complexité, effectivement, au moment du congé de maternité. Mais quand on revient du congé de maternité, il y a les sujets de garde, après, il y a les sujets de soutien scolaire, il y a tout ça. Donc là, il y a un vrai travail à faire parce qu'il y a dans les entreprises des comités d'entreprise qui font qu'il y a des tarifs, qui font que la vie est quand même beaucoup plus simple. Et nous, on n'a rien, en fait. On n'a rien. Alors moi, j'ai vécu la situation d'être... mon mari est avocat aussi, et tous les deux avocats collaborateurs et notre fille malade. Moi, il attendait que je revienne d'aller plaider pour aller à son cabinet. Enfin, ça, c'est juste pas possible. C'est des choses de quotidien vraiment que nous, on ne peut pas gérer parce qu'on n'a pas cette organisation, cette protection. Donc, il y a des associations qui sont très mobilisées déjà et l'ordre, je trouve, se fait pas assez le relais de ça. Il y a une association géniale que j'ai découverte dans les échanges qu'on a eus dans nos rencontres qui s'appelle les mômes du palais. Il y a des choses qui se font et qu'il faudrait déployer vraiment pour faciliter la vie des jeunes collaboratrices. Il y a aussi des choses sur lesquelles il faut continuer à progresser. Et dans notre volet humain du programme, on l'a vraiment décliné en plusieurs sujets parce qu'il y a plusieurs thèmes. Il y a la manière dont ça se passe dans les cabinets. On a beaucoup progressé parce qu'on est plus vigilant, qu'on sanctionne davantage. Maintenant, il faut être vigilant sur le fait que les sanctions soient réellement appliquées. L'interdiction de recruter un collaborateur quand vraiment c'est très très mal comporté, c'est pas si évident que ça que cette sanction soit aussi efficace parce que peut-être non appliquée. On n'est peut-être pas assez vigilant sur les cabinets dans lesquels il y a des turnovers de collaborateurs. Alors, ça peut être effectivement une difficulté sur le comportement du cabinet, mais ça peut être aussi une difficulté par rapport au cabinet. Quand on va mal, on est sanctionné par l'ordre ou on est relancé. Par contre,
quelqu'un qui prend son téléphone, donc il y a un lanceur d'alerte, quelqu'un qui prend son téléphone parce que un cabinet est sanctionné ou relancé sur telle ou telle chose, personne nous appelle pour savoir comment on va et si on peut être aidé. Là, je dévie un peu du sujet de la collaboration, mais on a discuté avec beaucoup de confrères qui nous disaient, moi, je me suis retrouvée en situation financière difficile. J'ai été relancée, hein, ça, il n'y a pas de problème. Hein, pour être relancée, on me trouve. Pour payer, oui. Voilà, pour payer les cotisations. Mais il se trouve que mon cabinet tournait bien, j'ai perdu un énorme client et là, je me suis retrouvée financièrement dans une situation très difficile et j'ai reçu des relances et puis finalement, on arrive sur des sujets carrément de liquidation alors que s'il y avait eu un lanceur d'alerte de quelqu'un qui avait pris son téléphone, bonjour, on a vu que vous aviez un retard sur tel ou tel sujet, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous, est-ce qu'on peut en parler, ça changerait tout. Et donc, ce dialogue, il doit exister aussi, il faut être très vigilant sur le bon fonctionnement des collaborations. Et nous, on se dit, il y a quand même des cabinets dans lesquels ça se passe super bien. Donc, est-ce que finalement, il ne pourrait pas y avoir davantage de partage d'expérience parce qu'on sait que ça peut bien se passer. Mais encore une fois, comme le sujet du management, tout ça, on n'est pas formé à la gestion d'équipe. Quand on prend un poste important dans une entreprise, on est formé à l'accompagnement des équipes. Nous, on n'a pas ça. Or, il y a des conflits générationnels avec les préoccupations des collaborateurs aujourd'hui qui ne sont pas celles de quelqu'un qui est rentré dans la profession il y a 30 ans. Et ça, c'est le bien vivre ensemble. Ça, on s'en parle, ça se travaille. Ça, il y a des solutions pour ça. Mais c'est vraiment le dialogue. Donc, la manière dont se passe la collaboration, tout ça, il faut vraiment être vigilant parce que c'est quand même extraordinaire d'être avocat et c'est très triste de voir que dans les 5 premières années, il y a effectivement des jeunes qui partent parce que la vie est peut-être plus simple ailleurs. Donc, il faut qu'on leur simplifie. Et puis oui, ce service dont on parlait tout à l'heure, nous, on se disait de manière très, très basique qu'on est à l'école, on cherche une collaboration. C'est quand même absurde qu'on fasse les petites annonces et que les cabinets mettent des petites annonces. Il pourrait y avoir quelque chose d'extrêmement simple, encore une fois, parce que les besoins sont différents. Pourquoi pourquoi sur les réseaux, pourquoi sur les plateformes, moi je peux dire, là en fait, j'aimerais bien quelqu'un qui est comme ça, qui a telle qualité, qui est brun, qui fait tel métier, qui aime le crochet, le patinage artistique. C'est le Tinder de Bertrand Perrier, ça. Voilà, et que si je suis collaboratrice, que peut-être, j'en sais rien, mon mari habite à Bordeaux ou que je sais pas quoi, je peux pas dire, moi, je cherche une collaboration avec full télétravail ou bien une journée de télétravail par semaine ou bien de telle heure à telle heure. Et voilà, en fait, il faut créer la rencontre des besoins. Il faut permettre l'expression des besoins, voilà, que les gens puissent dire, moi, j'ai besoin de ça, je cherche ça pour faciliter la rencontre. On veut faciliter les rencontres. J'ai une dernière question avant qu'on bascule vraiment à notre tout dernier moment, avant de prendre les questions éventuelles des confrères sur le pourquoi maintenant, qui est finalement votre répartition des rôles, bâtonnier, vice-bâtonnier. Ce sont les textes qui prévoient ces appellations, ces rôles. Dans votre binôme, j'allais dire, qui fait quoi? Est-ce que je peux me permettre de démarrer sur cette question? Parce que c'est vrai que très franchement, on comprend pourquoi tu nous la poses et on nous l'a déjà posée. Alors nous, on ne se l'était pas du tout posée. Parce que justement, nous, on fait équipe depuis 14 ans. Donc nous, ce qu'on sait, c'est qu'on a envie d'être utile sur les sujets qui sont plutôt de notre ressort. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la formation. C'est évident que je peux faire plein de trucs sur la formation. Bon, la collaboration, c'est mon profil. Je travaille sur la gestion. Voilà. Donc, on se connaît bien, Louis et moi. Donc, on sait en fait qui a une plus-value sur quoi. Et on sait qu'on peut se faire confiance. On sait qu'il y a trop de travail pour deux. Voilà. Donc, il faut être deux, c'est sûr. Pour nous, c'est fluide de se dire qui va faire quoi. C'est fluide de se dire on a confiance. Donc, au quotidien, clairement, on ne peut pas être à deux sur tous les sujets. C'est pour ça qu'on se répartit. Donc, les décisions courantes, chacun les prendra pour gagner en efficacité. Et puis, s'il y a des décisions importantes, on sait qu'on les prendra à deux. Parce qu'on se fait confiance et qu'on a toujours travaillé comme ça. Et comme lui disait Louis tout à l'heure, on sait qu'on doit les trouver à deux. Parce qu'on part pas forcément on n'a pas forcément la même sensibilité et c'est ce qui fait notre force. C'est la capacité de trouver une solution qui soit satisfaisante pour tout le monde. Donc, on sait qu'on doit travailler comme ça. On n'a pas pensé au co-bâtonnat. Alors,
Si c'est un sujet générationnel, si c'est un sujet qui est important pour mobiliser les femmes, pour aller prendre ce type de fonction, il faut le faire. Mais pour nous, on n'y a pas pensé parce qu'on n'a pas besoin d'écrire les choses, on se connaît tellement bien, Oui. et que ça marche, quoi. Mais fait, peut-être ça peut motiver. Il faut faire à être vigilant sur ça parce qu'on a envie aussi que les générations s'engagent comme nous, prennent des mandats comme nous, portent des sujets comme nous. Donc, si c'est un sujet qu'il faut porter, on le portera tous les deux dans notre process. Non, franchement, on n'en avait pas besoin. Et effectivement, là, Karine réagit surtout aux problématiques de co-bâtonnat. Hein, que c'est vrai qu'il y a un des binômes qui fait campagne là-dessus, beaucoup. Pour nous, il n'y a pas de sujet dans le sens où, comme les autres bâtonniers, vice-bâtonniers qui ont marché, hein, on va dire naturellement, les décisions se font et se prennent ensemble. Alors c'est vrai que pour répondre précisément à ta question, qu'il y a des domaines réservés, notamment pour Karine, parce que le bâtonnier, il est voiture-balai, hein, il va falloir qu'il prenne tout le reste. Mais Karine, effectivement, c'est déjà prévu entre nous, donc la formation, la collaboration, l'amiable, bien sûr, le barreau de famille, bien sûr. Donc, ce sont des gros sujets. Le barreau de famille, très important à Paris. C'est beaucoup de monde déjà à gérer, beaucoup de choses à voir, avec tout ce que ça comporte. Hein, voilà. Donc, il y a effectivement des sujets réservés à Karine. Un peu traditionnel d'ailleurs pour la vice-bâtonnière. Hein. On s'inscrit quand même dans la lignée avec Vanessa, qui est déjà à l'EFB. Karine poursuivra. Donc, voilà. Mais effectivement, mis à part cela, il y a une harmonie à avoir entre bâtonnier et vice-bâtonnier pour que ça fonctionne. Et nous, on se connaît depuis longtemps. Maintenant, un mot. Et donc, je dirais qu'on est dans un co-bâtonnat de fait. Un mot sur le co-bâtonnat dont j'entends parler pendant les visites au cabinet et que j'ai pu voir, qui est un co-bâtonnat quasiment avec double signature sur tout. Donc, moi, il me semble que là, on perd l'intérêt d'être deux. Et d'ailleurs, ce binôme-là dit, mais pourquoi deux finalement? On pourrait être trois, on pourrait être quatre, co-bâtonniers, s'il y a du travail, etc. Oui, enfin, si c'est pour faire des doubles ou des quadruples signatures sur tout, en réalité, on se retrouve à deux à s'occuper de tout au lieu de se diviser justement le travail en confiance. En harmonie, comme je disais, pour en abattre un maximum de travail. Donc voilà un peu la réponse. C'est une réponse de vision outre les difficultés que ça pose avec les textes, avec ce qui existe ou pas dans le droit positif. Voilà, bon, on doit dire qu'on s'inscrit dans le droit positif, mais effectivement, si on doit parler de co-bâtonnat, on peut très bien adopter la même appellation, puisqu'on est déjà en fait dans ce schéma-là. Comme c'est le cas, hein, me semble-t-il, pour Pierre et Vanessa, comme ce fut le cas aussi d'ailleurs pour Julie et Vincent, si je prends les deux mandats de bâtonniers qui viennent de se passer, qui sont encore en cours. Ou pour Pierre-Olivier et Laurent, pour nous ramener à nos années de conseil de l'ordre ensemble, Louis. Allez, dernière question. On a beaucoup parlé, beaucoup de choses ont été dites sur vous, sur votre programme, pourquoi vous, pourquoi faire. Et la dernière question, évidemment, c'est pourquoi maintenant. Tu as commencé à l'évoquer, Louis, tout à l'heure. Hein, on va vivre des échéances fortes au cours du bâtonnat qui va être élu au mois de décembre, qui sera donc sur le bâtonnat 2026-2027. Donc, question de toute bête, pour qui veut la prendre, pourquoi maintenant? Un mot peut-être rapide. Il y a un sujet essentiel, c'est la protection de l'état de droit. Et plus que jamais, on a besoin de nous pour ça. On est dans une société dans laquelle ça va pas très bien. Une société un peu bouleversée, un peu malmenée, un peu divisée. Et le rassemblement d'un peu plus de 34 000 avocats du barreau de Paris, vraiment, ça peut avoir une incidence significative sur les sujets vraiment sur lesquels on a besoin de nous. Donc, on se dit que c'est tout de suite, qu'il faut vraiment y aller, qu'il faut vraiment se rassembler, qu'on a vraiment besoin de nous. Et on se dit qu'avec du courage et de la détermination, tout est possible. Et puis, mon Louis, je te laisse poursuivre.
Et moi, je dirais pour être très pratique, d'abord peut-être, parce que finalement, on est encore aux affaires. Donc, on connaît les sujets, on connaît les personnes, on connaît les institutions. On n'a pas quitté un conseil de l'ordre il y a 12-13 ans pour revenir aujourd'hui se présenter au bâtonnat, par exemple. Et effectivement, il faut pouvoir donc répondre maintenant pendant qu'on est encore les mains dans le cambouis, parce qu'on voit les choses et qu'on perçoit aussi comment on peut le faire. Donc ça, c'est un premier point très pratique. On ne s'est pas déconnecté, on reste connecté. Le deuxième point pour moi, c'est que tous les métiers ont évolué ces dernières années et tous les métiers sont en transition. On vit une révolution numérique, une révolution intellectuelle, à l'instar de fin 19e siècle de la révolution industrielle, qui elle était une révolution du muscle. Aujourd'hui, c'est une révolution du cerveau. Et donc, on est en plein dedans. On vend, si vous me permettez l'expression, du jus de cerveau. Donc, effectivement, on est touché par cette révolution, par cette évolution des métiers. Il n'y a pas de raison que la profession d'avocat échappe à cette évolution nécessaire, à cette révolution nécessaire. Et donc, alors que les autres l'ont fait. Donc, il y a plusieurs choses. Il y a des signes avant-coureurs, naturellement, qui nécessitent de prendre soin. Pour moi, mis à part quelques domaines réservés, comme le pénal, par exemple, mais le judiciaire a tendance à s'amenuiser. Du coup, l'amiable, qu'on connaît bien, Karine et moi, a tendance effectivement à prendre de plus en plus d'ampleur. Cela nécessite aussi de changer, du coup, sa vision de sa prestation de service avec le client. Donc, il y a cette révolution-là à faire et à l'accompagner. Et là-dessus, beaucoup d'idées, beaucoup de choses. Comme a dit Karine, j'ai un peu fait de la prospective pendant 6 ans au Conseil national et même j'ai continué ensuite au CCBE, enfin au Conseil des barreaux européens, que j'ai quitté juste en décembre dernier pour cette campagne au bâtonnat. Et je terminerai du coup par l'avocat de demain, par la prospective justement. C'est maintenant qu'il faut y penser. Moi, je pense que si nous attendons avant de se dire vers où on va, ben on se laissera guider par les événements. La prospective, et j'en ai assez fait pour pouvoir quand même le dire et l'affirmer, ça se joue aujourd'hui pour demain. On peut, par petites touches, quand même influencer le chemin vers où on va. Et à cet égard, il y a des grands prospectivistes qui avaient dit, en fait, la prospective, c'est mettre des phares sur une voiture en pleine nuit. Donc, effectivement, on est dans une voiture en pleine nuit, soit on roule sans phare, soit on se met des phares. Donc, pour voir quel chemin on voudrait prendre le plus simple, le mieux pour nous. Ben, c'est précisément ça aussi qu'on veut faire. Et c'est dans la droite ligne de ce qu'on a pu faire, nous, dans nos mandats précédents. L'avocat de demain, donc avec la révolution numérique, avec le changement des prestations juridiques qui sont attendues de nous, avec aussi peut-être des changements professionnels importants. Moi, je crois beaucoup, et pardon, je suis très long, mais qu'il faut peut-être savoir réfléchir sur les différentes missions de l'avocat. L'avocat enquêteur, c'est peut-être plus un commissaire au droit. Peut-être qu'on pourrait s'inspirer de les experts comptables, c'est un ordre, les commissaires aux comptes, c'est une compagnie. Il y a des déontologies différentes, même si les mêmes personnes peuvent exercer ces fonctions. Pourquoi ne pas effectivement réfléchir à cela pour les avocats? Pour l'instant, on amalgame et on se retrouve du coup avec parfois des hiatus, je dirais, entre l'avocat défenseur, conseil, et l'avocat enquêteur, pour reprendre effectivement un domaine qui se développe beaucoup de compliance et qui est cher d'ailleurs à certains autres binômes dans cette campagne, dans cette élection. Moi, je crois qu'il ne faut pas amalgamer, il ne faut pas que l'avocat enquêteur prenne le pas sur l'avocat conseil. Les deux peuvent coexister, mais il faut le faire avec raison. Et donc, une profession forte avec des avocates et des avocats heureux d'exercer. Et j'ai une toute dernière question avant qu'on se quitte, les amis. On est au bout de l'heure que l'on s'était donnée.
Le scrutin est dans 2 mois. Je voudrais que vous nous disiez, mais C'est vraiment nous, d'un mot chacun, ce que vous attendez de cette campagne et comment vous allez faire cette campagne. Quelle est la tonalité de votre campagne? Est-ce que vous en attendez? Est-ce que vous attendez des confrères, indépendamment de voter pour vous, bien sûr, mais comment est-ce que vous allez concevoir ces 2 mois qui nous séparent du scrutin? Moi, je dirais énergie collective. Et moi, pour moi, c'est rencontre et rencontre. Il faut absolument que nous puissions vous rencontrer nos confrères et nos consoeurs, mais aussi que on se rencontre entre nous, y compris. Voilà, faut pas que nous rencontrer nous, faut que les gens se rencontrent entre eux aussi. On a aussi beaucoup de choses d'ailleurs pour rencontrer mieux les magistrats. Il y a des magistrats qui nous suivent dans cette campagne. On considère que c'est important que d'emblée se créent des liens parce que c'est un vrai problème actuellement, la relation avocat-magistrat. Enfin, c'est pas nouveau, mais c'est de pire en pire, je dirais, malheureusement. Et on a déjà créé des liens avec des magistrats qui voient plutôt les choses d'un bon œil. Le fait que d'emblée, on se rencontre, même si on n'est que candidat, avec cette volonté de remettre de l'humain et de la basoche. On reprend les vieilles expressions un peu au devant de la scène. Merci beaucoup les amis. On s'était donné 1 heure, on a pris 1h03. C'était très enrichissant, je crois. Ça a permis d'avoir un premier regard sur votre campagne. Évidemment, tout cela sera approfondi. Tous les thèmes que vous avez esquissés, abordés, seront approfondis au cours de ces 2 mois de campagne. Je sais à quel point c'est un moment de bouillonnement, de réflexion sur la profession, qui n'est pas un moment vain. Le moment où on se recentre sur soi et on se dit finalement à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on veut pour notre ordre, qu'est-ce qu'on veut pour notre profession. C'est vrai qu'on est dans l'urgence de nos cabinets, dans le fonctionnement de notre facturation, de notre relation avec les clients, de notre relation magistrat, mais c'est aussi un moment privilégié, la campagne, pour réfléchir à ce que nous sommes et à ce que nous voulons devenir. Et en cela, les propositions qui sont faites par les candidats au bâtonnat, au vice-bâtonnat sont toujours stimulantes pour chacun. Merci de nos échanges. Et donc, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouveau webinaire de midi à 13h. Je vous souhaite d'ici là une bonne campagne et à très bientôt. Merci à toutes et à tous. Et merci Bertrand pour ton accompagnement. Ouais, merci Bertrand. Merci d'avoir été avec nous. Merci. À bientôt. Merci beaucoup.